La voix du commandant Moreau emplissait la salle de briefing, mais je n'entendais pas les mots. J'entendais le ton, un ton plat, administratif, qui limait les angles de la mort pour la faire entrer dans une case de rapport. Dehors, le gel de janvier mordait la campagne dijonnaise. Ici, à l'intérieur, le froid était différent, plus sec, imprégné de l'odeur de laine humide, de fumée de cigarettes froides et de peur rentrée. Mes yeux s'étaient fixés sur la carte murale, une grande étendue de France et d'Allemagne constellée de petits drapeaux. Un de ces drapeaux ne correspondait plus à un homme vivant. Puis la phrase est tombée, nette, sans la moindre inflexion. La fortune de la guerre. Ces 4 mots ont aspiré le peu d'air qui restait dans la pièce. Ce n'était pas une explication, c'était une clôture. Une pierre tombale administrative posée sur la vie d'un garçon de 22 ans. J'ai senti ma poitrine se contracter, un étau invisible qui m'empêchait de respirer normalement. Autour de moi, les visages des autres pilotes étaient des masques de cire, immobiles et blêmes. Il a poursuivi, imperturbable, en ajustant ses lunettes sur son nez. Une possible erreur de pilotage n'est pas à exclure. Cette fois, ce n'était plus une pierre, c'était un crachat. Une façon de transférer la responsabilité du système à l'homme qui en était mort. Mon poing s'est serré sous la table, mes ongles s'enfonçant dans ma paume jusqu'à la douleur. Dans ma tête, les chiffres défilaient en une danse macabre et précise. La vitesse de pointe du P-47, ses limites en piqué, le temps de réponse de son compresseur à haute altitude. Et en face, les performances du Focke-Wulf 190 D9. La conclusion n'était pas une erreur. C'était une équation, une certitude mathématique que j'avais détaillée dans 3 rapports successifs. 3 rapports restés sans réponse. Le visage du lieutenant Leclerc, le 3e pilote perdu, m'est apparu un instant, son sourire timide lors de notre dernière discussion technique. Il avait confiance, il croyait en son appareil, il croyait en nous. Mon silence, à cet instant précis, me donnait la nausée. Le silence qui a suivi les mots du commandant était assourdissant. Ce n'était pas le silence du recueillement ou du respect. C'était un silence lourd, épais, saturé de tout ce qui ne pouvait être dit. La peur, la colère, le sentiment d'être des agneaux menés à l'abattoir par un berger qui lit un manuel au lieu de regarder le loup. Un pilote a raclé sa gorge, un autre a bougé sur sa chaise, et ces bruits infimes n'ont fait que souligner le vide. J'ai balayé la salle du regard. Ils étaient si jeunes. Leurs uniformes semblaient un peu trop grands pour leurs épaules. Ils avaient appris à obéir, à faire confiance à la chaîne de commandement. Cette confiance était en train de les tuer, un par un. Et moi, l'ingénieur de 36 ans, l'homme de science qui voyait la faille mortelle dans la machine, j'étais pris au piège de la même discipline. Mon expertise, ma raison, tout ce qui me définissait était annulé par le grade supérieur d'un homme pour qui un moteur n'était qu'une ligne dans un inventaire. La séance est levée. Le commandant Moreau a rassemblé ses notes avec des gestes méthodiques, comme s'il venait de conclure une réunion sur l'approvisionnement en chaussures. L'incident était clos. Le dossier pouvait être archivé. Je suis resté assis, sentant le froid du sol en béton remonter le long de mes jambes. Ce n'était plus le froid de l'hiver, c'était celui de l'impuissance absolue. Un souvenir a surgi, violent par son contraste. Mon atelier chez Gnome et Rhône, à Lyon. L'odeur de l'huile chaude, le bruit rassurant des machines, la fierté de dessiner une pièce qui allait rendre un moteur plus fiable, plus performant. Je créais, j'améliorais, je protégeais. J'avais quitté tout cela, ma famille, ma sécurité, ma carrière, avec l'idée que mon devoir était ici, que mes compétences serviraient à sauver des vies. Quelle ironie! Mon savoir était devenu un fardeau, une connaissance inutile qui ne faisait que rendre la mort des autres plus insupportable. La promesse de servir s'était transformée en une obligation de se taire. Les hommes ont commencé à sortir en silence, leurs bottes résonnant sur le plancher. Leurs silhouettes se découpaient dans l'encadrement de la porte, leurs épaules légèrement voûtées. Je les regardais s'éloigner, chacun retournant vers son P-47, cette machine magnifique et imparfaite qui pouvait être leur cercueil. La culpabilité était une chose physique, une masse lourde dans mon estomac. Je n'avais pas seulement failli à Leclerc, j'avais aussi failli aux 2 autres avant lui. Mes premières alertes avaient été polies, techniques, respectueuses de la procédure. Des notes de service, des rapports factuels. J'avais cru que les faits suffiraient, que la logique l'emporterait.
J'avais sous-estimé la puissance de l'inertie, la peur de la hiérarchie face à toute initiative qui n'émanait pas d'elle. En suivant les règles à la lettre, j'étais devenu complice. J'avais protégé ma position, ma carrière militaire, au détriment de leur vie. La prise de conscience était aussi tranchante qu'un éclat d'obus. Je me suis levé, mes muscles raides. Dehors, le vent glacial balayait le tarmac. Le ciel était d'un gris uniforme et oppressant. Au loin, les P-47 étaient alignés, immobiles et menaçants. Je ne voyais plus des avions. Je voyais une série de problèmes non résolus. Je voyais la faiblesse du compresseur, le réglage trop pauvre du mélange, l'avance à l'allumage trop conservatrice. Et je savais, avec une certitude absolue, comment corriger chacune de ces failles. Les calculs se sont mis à tourner dans ma tête, une révolte silencieuse et furieuse contre la stupidité bureaucratique qui venait de condamner un homme. L'idée a germé, non pas comme une étincelle, mais comme une évidence froide. Une idée dangereuse, une idée qui relevait de l'insubordination et pouvait me conduire en cour martiale. Mais pour la première fois, la peur du déshonneur me paraissait moins terrible que la perspective de serrer la main d'un autre jeune pilote avant de l'envoyer à une mort certaine. Cette nuit-là, le sommeil ne vint pas. Allongé sur mon lit de camp, je fixais l'obscurité de la baraque. Le ronronnement lointain d'un moteur en maintenance était le seul son qui me parvenait. La phrase du commandant Moreau tournait en boucle dans mon esprit. La fortune de la guerre. Non, ce n'était pas la fortune, c'était la physique. Ce n'était pas la guerre dans son abstraction tragique, c'était une négligence concrète, mesurable. Aujourd'hui, dans cette salle glaciale, une limite avait été franchie. Le pacte de confiance qui lie des hommes au combat avait été rompu par celui qui aurait dû en être le garant. Le devoir d'obéir était devenu un ordre de suicide collectif. Je me suis assis dans le noir, le froid du plancher sous mes pieds. La décision s'est imposée à moi, non comme un acte de rébellion passionné, mais comme la seule conclusion logique à une démonstration par l'absurde. Mon devoir n'était plus envers un règlement, il était envers les vivants. La véritable guerre, ma guerre, commençait maintenant. Le froid du plancher s'infiltrait à travers mes chaussettes de laine, une morsure familière qui me ramenait à la réalité de cette baraque. Mais si je fermais les yeux, un autre monde pouvait encore exister. Un monde chaud, odorant. Je pouvais presque sentir le parfum du ragoût de bœuf que Céline préparait le dimanche. Une odeur riche et rassurante qui emplissait notre petit appartement lyonnais. J'entendais le bruit des jouets de Julien sur le parquet, le rire de Sophie qui se cachait derrière un fauteuil. C'était une symphonie simple, celle d'une vie que je tenais pour acquise, une vie que j'avais démantelée moi-même, pièce par pièce, au nom d'un devoir qui me semblait alors si clair, si indiscutable. Chaque nuit, ici, je tentais de reconstruire ce souvenir, mais les bords s'effritaient un peu plus, comme une vieille photographie exposée trop longtemps au soleil. Le silence de ce dortoir militaire n'était pas seulement une absence de bruit, c'était l'absence active de tout ce qui avait été ma vie. Je me souviens de la dernière nuit avant mon départ. Céline n'a pas pleuré bruyamment. C'était pire. C'étaient des sanglots silencieux qui secouaient à son corps contre le mien dans l'obscurité de notre chambre. Sa voix, quand elle a parlé, était à peine un murmure. « Reste, Philippe. S'il te plaît. Qu'est-ce que ça changera, un ingénieur de plus ou de moins ?» Sa question était si logique, si pleine d'un bon sens désespéré. Je n'avais pas de bonne réponse. Je lui ai parlé de la France, du devoir, de l'honneur, des mots si grands qu'ils semblaient absurdes face à la réalité de son chagrin. Je lui ai promis d'être prudent, de suivre les ordres, de ne prendre aucun risque. Cette promesse, je l'avais faite pour la rassurer, mais aussi pour me convaincre moi-même. En obéissant scrupuleusement, en me fondant dans le système, je croyais honorer le sacrifice que je lui imposais. Je croyais la protéger. Quelle terrible erreur de calcul. Mon atelier chez Gnome et Rhône. Ce n'était pas seulement un lieu de travail, c'était une extension de mon esprit. Je revois encore la lumière du matin filtrant à travers les grandes verrières, la poussière de métal dansant dans les rayons, l'odeur de l'huile de coupe, âcre et propre, le contact froid et lisse d'un calibre sur une pièce fraîchement usinée, la satisfaction profonde, presque physique, de voir une équation sur le papier se transformer en un mécanisme qui tournait rond, qui respirait la puissance. Là-bas, j'étais un créateur. Je résolvais des problèmes.
Je repoussais les limites de la matière pour la rendre plus sûre, plus performante. J'avais un contrôle total sur mon univers, un univers fait de logique, de mesure et de certitude. Ici, mon savoir ne m'offrait aucun contrôle. Il ne faisait que souligner mon impuissance. Il me condamnait à être le témoin lucide d'une catastrophe que je n'avais pas le droit d'empêcher. La précarité est une chose abstraite jusqu'à ce qu'elle prenne le visage de vos proches. Je me souviens d'un samedi après-midi, quelques mois avant la mobilisation. J'avais reçu une prime et j'avais emmené toute la famille acheter des manteaux d'hiver. La joie de Sophie enfilant son petit manteau rouge, se regardant dans le miroir en tournant sur elle-même. C'était ça, la sécurité. Ce n'était pas le chiffre sur mon compte en banque, c'était ce moment précis. Puis, je me souviens d'une phrase dans une lettre de Céline, quelques semaines après mon arrivée ici. Une phrase glissée entre des nouvelles des enfants et du voisinage. « J'ai trouvé un boucher qui fait le crédit, ne t'inquiète pas. » Elle ne se plaignait pas. Jamais. Mais cette simple phrase a pesé plus lourd que n'importe quel rapport de combat. Mon sacrifice n'était pas seulement le mien, c'était le leur. Chaque jour, il payait le prix de ma décision. Cette dette était devenue un poids constant sur ma conscience. Ma mère, Geneviève. Veuve depuis 10 ans, elle avait une force tranquille, mais la guerre avait ravivé toutes ses peurs. Lors de ma dernière permission, elle m'a pris les mains dans les siennes, des mains usées par une vie de travail. « Fais attention à toi, mon fils. Tu n'es pas un soldat, tu es un ingénieur. Reste derrière, avec tes moteurs. » Sa vision de mon rôle était si simple, si protectrice. Elle s'imaginait que ma compétence était un bouclier. Je l'avais laissé croire à cette illusion. Je lui avais dit que mon travail consistait à vérifier des boulons, à m'assurer que tout était en ordre, loin du danger. Ce mensonge était un acte d'amour, mais il est devenu une source de honte. En me taisant face à Moreau, en acceptant que mes compétences soient bafouées, je trahissais non seulement les pilotes, mais aussi la confiance naïve de ma propre mère. Je n'étais plus l'ingénieur qui protégeait. J'étais le soldat qui laissait mourir. Les visages de mes enfants me hantent dans le silence de la nuit. Pas des souvenirs complets, juste des éclats. Le regard sérieux de Julien, 10 ans, me demandant comment fonctionnait un compresseur, son esprit déjà si logique. Le dessin que Sophie, 8 ans, m'avait donné. Un P-47 aux couleurs vives avec un grand soleil souriant au-dessus. Et Antoine, le petit dernier, 5 ans, le poids de sa tête sur mon épaule alors qu'il s'endormait. Ces images sont mon carburant et mon poison. Je me suis engagé en pensant à l'avenir que je voulais leur construire, un avenir dans un pays libre. Mais en obéissant à des ordres ineptes, je participais à un système qui créait des orphelins. La promesse implicite de la paternité, celle de protéger, se heurtait de plein fouet à la froide réalité de ma fonction. Comment pourrais-je un jour leur expliquer que j'ai laissé d'autres pères mourir par peur de désobéir? Il y avait eu cette fois, chez Gnome et Rhône, un débat houleux avec un ingénieur plus âgé concernant la pression d'huile sur un nouveau prototype. Il s'en tenait aux spécifications, aux vieilles habitudes. J'avais passé une semaine à compiler des données, à faire des simulations. J'ai présenté mes conclusions devant le directeur technique. Mon argumentation était factuelle, implacable. J'ai démontré que nous pouvions gagner 15% de fiabilité en modifiant le circuit. J'ai gagné, non pas parce que j'avais un grade supérieur, mais parce que la physique était de mon côté. J'ai longtemps cru que le monde fonctionnait ainsi, que la vérité, si elle était correctement démontrée, finissait toujours par s'imposer. C'est avec cette foi que j'ai rédigé mes premiers rapports pour Moreau. Je croyais naïvement que les chiffres, les calculs, la logique suffiraient. J'ai découvert qu'il existe une force plus puissante que la raison, la peur d'un homme médiocre de perdre son autorité. Le jour de la mobilisation à Lyon, l'air était électrique. Il y avait une ferveur étrange, un mélange de peur et d'exaltation, les chants patriotiques, les drapeaux aux fenêtres. En enfilant l'uniforme pour la première fois, je me suis senti maladroit, déguisé. Mais il y avait aussi un sentiment d'appartenance, la certitude de participer à quelque chose de plus grand que soi. On nous disait que chaque homme à sa place était essentiel à la victoire. Je l'ai cru. J'ai cru que ma place d'ingénieur, même loin des bureaux d'études, avait un sens. Je pensais que l'armée était une immense machine bien huilée, où chaque rouage, chaque expertise comptait. Cette illusion s'est brisée lentement,
Puis d'un coup, dans cette salle de briefing glaciale, la grande machine n'était qu'une façade. Derrière, il n'y avait que des hommes, avec leurs ambitions, leurs limites et leur terrifiante capacité à préférer un règlement qui tue à une initiative qui sauve. Les lettres de Céline ont changé au fil des mois. Au début, elles étaient longues, passionnées, remplies de détails du quotidien, de ses angoisses, de son amour. Chaque page était une bouffée d'air de mon ancienne vie. Puis, progressivement, elles sont devenues plus courtes, plus factuelles. Des nouvelles des enfants, des questions sur ma santé. L'émotion s'était retirée, remplacée par une sorte de fatigue résignée. Je savais que ce n'était pas de l'indifférence. C'était un mécanisme de survie. Elle construisait un rempart autour de son cœur, apprenant à vivre sans moi au quotidien. Et cette pensée était plus terrifiante que n'importe quel chasseur allemand. La peur de ne plus avoir ma place à mon retour, de n'être plus qu'un étranger dans la vie que j'avais quittée. Rester un soldat obéissant, c'était peut-être aussi une façon de ne pas me couper du seul monde qui me restait, celui de l'armée. Mais ce monde-là aussi était en train de me rejeter. Je suis resté assis sur le bord de mon lit, l'obscurité m'enveloppant. Toutes ces images, tous ces sacrifices, ceux de Céline, de ma mère, des enfants, les miens, tournaient dans ma tête. J'avais accepté tout cela, la perte de statut, le danger, l'éloignement, en me raccrochant à une seule idée, le devoir. J'avais confondu le devoir avec l'obéissance. Je comprenais maintenant que j'avais suivi les règles pour honorer le passé, pour donner un sens à tout ce que j'avais abandonné. Mais ce faisant, je sacrifiais l'avenir, celui de ces jeunes pilotes. Mon véritable devoir n'était pas envers le grade du commandant Moreau ou un manuel technique américain. Mon véritable devoir était envers la vie, envers l'intelligence, envers la promesse que je m'étais faite en devenant ingénieur, celle de faire fonctionner les machines, et non de les regarder détruire les hommes. Le passé n'était plus une encre qui me retenait. C'était une boussole qui m'indiquait enfin la seule direction possible. Le rapport était posé sur ma table, une pile de feuilles bien ordonnées. 3 jours et 3 nuits de travail. Chaque page était une démonstration, une preuve irréfutable. Des calculs de taux de montée, des comparaisons de courbes de puissance, des analyses de rapports de combat allemands que j'avais réussi à me procurer. Je n'y avais mis aucune émotion, seulement la froide logique des chiffres. J'avais l'intime conviction que la vérité mathématique ne pouvait être ignorée. C'était un document clinique, précis, qui ne laissait aucune place à l'interprétation ou à l'opinion. En le relisant une dernière fois, j'ai senti une pointe d'espoir, la survivance de ma foi d'ingénieur en la rationalité. Je m'imaginais Moreau le lisant, fronçant les sourcils non par contrariété mais par concentration, reconnaissant l'évidence. Je croyais encore que les faits pouvaient dissoudre la peur et l'inertie. J'allais lui présenter non pas une plainte, mais une solution. C'était mon devoir, et j'étais convaincu que ce serait suffisant. La rencontre dans son bureau fut d'une brièveté glaciale. Le commandant Moreau n'a pas pris la peine de s'asseoir. Il a pris le rapport que je lui tendais, l'a feuilleté d'un pouce distrait, s'arrêtant à peine sur les graphiques qui m'avaient coûté des heures de travail. Ses yeux survolaient les pages sans les lire. Puis il l'a refermée, un bruit sec dans le silence du bureau. « Marchand, a-t-il dit d'un ton neutre, votre zèle est admirable, mais il est mal placé. Nous avons des procédures, des manuels approuvés par les Américains. Votre travail est de les appliquer, pas de les réinventer. » Il a posé le dossier sur le coin de son bureau comme un objet sans importance. Je ne veux plus entendre parler de ça. Considérez ceci comme un avertissement. Il n'y avait pas de colère dans sa voix, juste une lassitude infinie, le ton d'un homme qui écarte un problème ennuyeux. Je suis sorti sans un mot, le poids de son indifférence bien plus lourd que n'importe quelle réprimande. Le lendemain, nos chemins se sont croisés dans le couloir étroit qui menait au hangar. Il marchait d'un pas rapide, son képi bien droit, le regard fixé loin devant. J'étais à moins de 2 mètres de lui. Nos yeux auraient dû se rencontrer, mais son regard a glissé sur moi, à travers moi, comme si je n'étais qu'un élément du décor, un mur de planches ou une caisse de munitions. Il ne m'a pas vu. C'était un acte délibéré, une façon de me signifier que j'avais cessé d'exister pour lui en tant qu'interlocuteur. Cette négation silencieuse fut plus violente que son rejet verbal. Elle me retirait mon statut, mon expertise, ma simple présence d'homme. J'étais devenu une chose transparente,
un fantôme dont on ne pouvait même pas accuser réception de l'existence. Je suis resté immobile un instant, le froid du couloir me semblant soudain plus mordant. La guerre que je devais mener ne se jouerait pas avec des chiffres et des rapports, mais contre ce mur de mépris. Aux messes, l'ambiance était lourde. Les pilotes mangeaient en silence, le bruit des fourchettes contre les assiettes en fer blanc semblant anormalement fort. Je me suis assis à une table avec quelques mécaniciens. Les conversations étaient rares, chuchotées. Puis le lieutenant Étienne Dubois s'est approché, son plateau à la main, et a demandé s'il pouvait se joindre à nous. Un silence s'est fait. Il s'est assis en face de moi. Il a piqué une pomme de terre, l'a regardée sans la manger, puis a levé les yeux vers moi. « J'ai entendu pour le rapport », a-t-il dit à voix basse pour que moi seul l'entende. « Merci d'avoir essayé, Philippe. » Il n'y avait pas de pitié dans sa voix, mais une sorte de solidarité grave, la reconnaissance d'un homme qui sait que la bataille était perdue d'avance. Ce simple merci, prononcé par un de ceux que j'essayais de protéger, a creusé un fossé encore plus profond entre le monde de Moreau et le mien. C'était la première fissure dans ma solitude. Quelques jours plus tard, Dubois m'a intercepté près du hangar 3. Le vent glacial nous cinglait le visage. Il a sorti un paquet de cigarettes, m'en a tendu une. Ses mains tremblaient légèrement, pas seulement à cause du froid. « Hier, au-dessus de Mannheim », a-t-il commencé sans préambule. Un Dora 9 m'a pris en chasse. J'ai tout essayé. Piqué, virage serré. Rien à faire. Il était plus rapide. Il montait mieux. Jouait avec moi. Il a tiré une longue bouffée de sa cigarette, le bout incandescent éclairant son visage fatigué. On est des canards assis, Philippe. Ils nous cueillent quand ils veulent. Ce n'est pas une question de courage. C'est de la mécanique. Il a jeté sa cigarette à terre et l'a écrasée sous sa botte. Je voulais juste que vous le sachiez. Ce que vous avez écrit dans votre rapport, ce ne sont pas des chiffres. C'est ce que nous vivons là-haut, chaque jour. Son témoignage a transformé mes équations en une réalité de chair et de sang. La peur avait désormais un visage. Cette nuit-là, allongé sur mon lit de camp, les pièces du puzzle se sont assemblées dans mon esprit. La réaction de Moreau n'était pas de l'incompétence. C'était un choix conscient. Ignorer mon rapport n'était pas une erreur de jugement. C'était une stratégie de survie. Sa propre survie. Admettre la faille du P-47, c'était admettre que l'équipement fourni par les Américains était imparfait. C'était créer un incident diplomatique et technique. C'était prendre une responsabilité qu'il ne voulait pas assumer. Il préférait sacrifier des pilotes, un par un, en invoquant la fortune de la guerre, plutôt que de risquer sa carrière en remettant en cause la parole officielle. J'ai compris que je ne luttais pas contre la bêtise, mais contre quelque chose de bien plus dangereux. La peur d'un homme médiocre. Une peur qui le rendait prêt à tout pour conserver son petit pouvoir. Il n'était pas seulement un obstacle. Il était une menace active. Le P-47 du sergent Rivel est rentré de mission en se traînant. Il est apparu au loin, un point noir vacillant, avant de s'aligner péniblement sur la piste. Quand il s'est immobilisé, nous avons tous vu l'étendue des dégâts. Le fuselage était une passoire. Une partie de la dérive avait été arrachée, et l'aile gauche était lacérée par des impacts de canon de 20 mm. De l'huile noire gouttait sur le tarmac. Rivel est sorti du cockpit, blanc comme un linge, soutenu par 2 mécaniciens. Il ne disait rien, ses yeux vides fixant le sol. Nous étions tous là, silencieux, contemplant cette carcasse qui avait failli être un cercueil. La vision de l'avion mutilé était une confirmation brutale, tangible, de tout ce que mon rapport décrivait. C'était la preuve par le métal, une démonstration qui n'avait pas besoin de mots ni de chiffres pour être comprise. Le silence des hommes autour de moi était une condamnation unanime de la situation. Le commandant Moreau est arrivé, attiré par le rassemblement. Il a fait le tour de l'avion, les mains derrière le dos, son visage impassible. Il n'a pas jeté un regard au pilote qui grelottait sous une couverture. Il a examiné un trou dans l'aile, a touché le bord déchiqueté du métal avec le bout de son gant. Puis, il s'est tourné vers son adjoint et a déclaré d'une voix assez forte pour que tout le monde l'entende « Le pilote est rentré. L'avion est réparable. C'est un succès. » Le mot « succès » a résonné dans l'air glacial comme une insulte. Plusieurs pilotes se sont détournés, incapables de cacher leur dégoût. J'ai croisé le regard de Dubois, un regard où la résignation se mêlait désormais à une colère froide. À cet instant, Moreau a cessé d'être un supérieur. Il est devenu l'ennemi.
Sa déconnexion de la réalité n'était plus seulement dangereuse, elle était criminelle. Il venait de nous dire, sans le vouloir, que nos vies comptaient moins que ses statistiques. Plus tard dans la journée, Moreau m'a fait appeler. Pas dans son bureau, mais dans un coin du hangar, à côté d'un moteur démonté. L'odeur de l'huile et du métal froid flottait entre nous. Il n'a pas mentionné l'incident Rivelle, ni mon rapport. Il a parlé de la discipline. « Marchand, je compte sur vous pour que la maintenance soit irréprochable », a-t-il dit en fixant une bielle sur l'établi. Chaque écrou, chaque vis doit être conforme aux spécifications du manuel. Aucune initiative personnelle. La cohésion du groupe dépend de l'obéissance de chacun. Le moral des pilotes est fragile. Ils n'ont pas besoin de voir leurs techniciens douter. C'était un ordre déguisé en conseil, une menace à peine voilée. Il me demandait de devenir son complice, de renforcer le mensonge par une application zélée du règlement qui nous tuait. Il me mettait en garde. Tout écart serait interprété non comme une tentative de sauver des vies, mais comme un acte de sabotage contre le moral de l'escadron. Cette nuit-là, le sommeil était impossible. Les paroles de Moreau tournaient en boucle dans ma tête, se mêlant aux images du P-47 de Rivelle. J'ai allumé la petite lampe de mon bureau et j'ai sorti un carnet que je gardais caché au fond de ma malle. Un carnet personnel qui n'avait rien à voir avec mon travail officiel. Sous la lumière jaune et tremblante, ma main a commencé à dessiner. Pas des mots, mais des schémas. Le circuit de suralimentation du compresseur, la courbe d'avance à l'allumage, le système d'injection. Mon crayon glissait sur le papier, libérant enfin la pensée que j'avais réprimée pendant des semaines. C'était un acte de pure ingénierie, une recherche de solution. Mais dans le contexte de l'avertissement de Moreau, c'était un acte de trahison. Chaque ligne que je traçais était une insubordination. Je ne cherchais plus à convaincre. Je préparais un plan. Les jours suivants, j'ai observé les autres. Les mécaniciens, les armuriers, les radios. Ils travaillaient avec une application méticuleuse, la tête baissée. Ils avaient vu l'avion de Rivelle. Ils entendaient les conversations des pilotes. Ils savaient la vérité. Mais la peur paralysait tout le monde. La peur de la cour martiale. La peur d'être muté sur un front plus dangereux. La peur, tout simplement, de perdre sa place dans un monde où chaque place, même la pire, est une forme de sécurité. Leur silence n'était pas de l'approbation. C'était la discipline de la survie individuelle. Je les comprenais, mais leur résignation me renvoyait à ma propre solitude. Personne ne parlerait, personne n'agirait. Si quelque chose devait être fait, je devrais le faire seul. Cette prise de conscience fut à la fois terrifiante et libératrice. L'échelle des responsabilités venait de basculer. Mon devoir n'était plus envers la hiérarchie, mais envers ceux qu'elle abandonnait. La confirmation finale est venue d'un détail anodin. En passant devant le baraquement des pilotes, j'ai vu par la fenêtre un jeune sous-lieutenant, à peine 20 ans, qui écrivait une lettre. Il était penché sur sa petite table, sa main s'appliquant à former les lettres, la langue entre les dents comme un écolier. À côté de lui, une photo dans un cadre de bois, une femme souriante, un bébé dans les bras. Il écrivait peut-être à sa femme, lui racontant sa journée, la rassurant, lui promettant de faire attention. Et demain, il monterait dans un P-47, croyant que les hommes comme moi faisaient tout pour le protéger. Cette image a brisé la dernière digue en moi. La tension accumulée des dernières semaines s'est transformée en une certitude froide et calme. Le système n'était pas seulement défaillant. Il était une machine à produire des veuves et des orphelins. Rester silencieux, c'était tenir le crayon de ce garçon. La décision n'était plus un choix, c'était une nécessité. Cette image du jeune sous-lieutenant, si concentré sur sa lettre, a fait basculer quelque chose en moi. Je n'ai pas vu un soldat, j'ai vu un mari, un père, un homme qui s'accrochait à une parcelle de vie normale au milieu de cette folie, qui promettait un retour qu'il ne maîtrisait pas. Il me faisait confiance. Ils me faisaient tous confiance. Ils croyaient que je veillais sur leur machine, que je faisais tout ce qui était humainement et techniquement possible pour leur donner une chance. Cette confiance était un fardeau insupportable, car je savais qu'elle reposait sur un mensonge. Mon silence, mon obéissance, ma stricte application des manuels n'étaient pas des actes de protection, c'étaient des actes de trahison. Continuer ainsi, c'était attendre que ce garçon devienne une simple ligne dans le rapport de Moreau,
Un autre cas de fortune de la guerre. L'attente n'était plus une option. C'était une complicité. Je me suis détourné de la fenêtre et j'ai marché lentement vers le hangar. L'odeur familière de l'huile, du carburant et du métal froid, qui d'habitude me rassurait, me donnait la nausée. Les P-47 étaient là, alignés dans la pénombre, leurs silhouettes massives ressemblant à des prédateurs endormis. Je ne voyais plus la beauté de leur conception, la puissance de leur moteur. Je voyais des failles. Je voyais le compresseur qui s'étouffait en altitude, l'allumage qui manquait d'agressivité, le mélange trop pauvre qui bridait la puissance. Chaque avion était une équation non résolue, une promesse de performance non tenue. J'avais passé ma vie à aimer ces machines, à croire en leur perfectionnement. Maintenant, je les haïssais pour ce qu'elles étaient devenues sous le joug du règlement. Des cercueils magnifiquement peints, attendant leur prochain occupant. Personne ne viendrait les sauver de leur propre imperfection, et personne ne viendrait sauver les hommes qui les pilotaient. Un souvenir net et douloureux a surgi. Mon fils Julien, dans mon atelier à Lyon, me tendant un petit engrenage qu'il avait trouvé. Il m'avait demandé, avec ce sérieux qui n'appartient qu'à l'enfance, « Papa, comment tu sais que ça va marcher ?» Je lui avais expliqué la logique, les calculs, les essais. Je lui avais dit que la mécanique était honnête, qu'une pièce bien conçue et bien montée faisait toujours ce pourquoi elle était faite. Je lui avais transmis ma foi en la raison, en la prévisibilité du monde physique. Quelle explication pourrais-je lui donner maintenant? Que parfois, l'honnêteté de la mécanique est sacrifiée sur l'autel de la lâcheté des hommes, que j'avais laissé d'autres pères mourir en sachant que leur machine n'allait pas marcher? Attendre un miracle? Attendre que Moreau change d'avis? C'était une forme d'autodestruction, une négation de tout ce que j'avais toujours été. De retour dans la petite cahute qui me servait de bureau, mon regard s'est posé sur le manuel technique américain posé sur ma table. Un livre épais, relié, rempli de schémas et de spécifications. C'était la Bible de Moreau, la source de toute autorité. Je l'ai pris dans mes mains. Son poids semblait démesuré. Ce n'était plus un outil de connaissance, c'était un bouclier. Le bouclier derrière lequel Moreau se cachait pour ne pas avoir à prendre de décision, pour ne pas avoir à affronter la réalité. Il n'était pas un monstre. Il était pire. Il était un homme faible, terrifié, qui préférait l'ordre rassurant d'un règlement, même mortel, au chaos d'une initiative personnelle. J'ai compris que le conflit n'était plus entre moi et lui. Le conflit était entre deux visions du monde, celle qui suit la carte et celle qui regarde le terrain. Mon silence jusqu'à présent n'avait été que de la soumission. Il allait devenir autre chose. Il allait devenir une préparation. La dernière lettre de Céline était dans la poche de ma veste. Je l'ai sortie et relue. Les mots étaient simples, courageux. Elle parlait des notes de Julien, d'une dent de lait perdue par Sophie. Et puis cette phrase, encore, « Le boucher est très arrangeant ». J'avais sacrifié leur sécurité financière, leur tranquillité d'esprit, la présence d'un mari et d'un père pour un idéal de devoir. Je m'étais convaincu que c'était le prix à payer pour la liberté, pour leur avenir. Mais si ce devoir consistait à obéir à des ordres qui envoyaient des hommes à une mort certaine, alors mon sacrifice perdait tout son sens. Il devenait une escroquerie. J'avais échangé leur bien-être contre le droit de participer à une mascarade macabre. Continuer d'espérer que mon expertise soit reconnue, que ma loyauté soit récompensée, c'était comme attendre de l'amour là où il n'y avait que de l'indifférence et du calcul. C'était une forme de suicide lent et silencieux. J'ai regardé mes mains, des mains d'ingénieur. Elles savaient démonter, analyser, remonter. Elles savaient sentir le jeu anormal d'un roulement, la bonne tension d'un câble. Elles savaient traduire une idée en un mécanisme fonctionnel. Depuis des mois, ces mains ne servaient qu'à signer des rapports, à tourner les pages d'un manuel, à serrer des boulons exactement comme on me disait de le faire, même quand je savais que c'était insuffisant. Mon savoir, mon instinct, mon expérience étaient muselés, mis au service d'une inertie criminelle. Je sentais une colère sourde monter en moi, une colère non pas contre Moreau, mais contre moi-même, pour avoir accepté cette castration de ma propre compétence, pour avoir laissé mes mains devenir les instruments dociles d'un système qui niait la raison. Le conflit n'était plus seulement extérieur, il était devenu existentiel. C'était mon identité même qui était en jeu.
Puis le nom du lieutenant Dubois m'est revenu à l'esprit, aussi clairement que s'il était inscrit sur le mur en face de moi. Il était sur la liste pour la mission de demain. Dubois qui m'avait remercié. Dubois qui avait mis des mots sur la peur de tous. On est des canards assis. Il n'était plus une victime anonyme du système. Il était un homme, avec un visage, une voix, et il allait mourir si je ne faisais rien. La question n'était plus abstraite. Elle ne concernait plus l'honneur, le devoir ou la discipline. Elle se résumait à une seule chose, simple et brutale. Allais-je, oui ou non, laisser Étienne Dubois monter dans cet avion demain matin, en sachant que je pouvais lui donner une meilleure chance de survie? La chaîne de commandement, la cour martiale, le déshonneur, tout cela s'est évaporé. Il ne restait que cette responsabilité écrasante et directe. Mon silence ne pouvait plus être celui de la soumission. Il devait être celui qui précède l'action. Assis dans l'obscurité de mon bureau, le froid du sol remontant le long de mes jambes, la décision s'est prise. Elle n'a pas été un éclair de génie ou un acte de bravoure passionnée. Ce fut une conclusion aussi froide et inévitable qu'une démonstration mathématique. La peur était toujours là, nichée au creux de mon estomac, mais elle n'avait plus le contrôle. Une autre peur, plus grande, l'avait supplantée. La peur de me regarder dans un miroir le lendemain, après avoir appris la mort de Dubois. J'avais confondu obéir à un homme et servir une cause. Ma cause, c'était les vivants. Mon véritable supérieur, c'était la physique. J'allais enfreindre toutes les règles, non pas par rébellion, mais par fidélité à ma vocation la plus profonde. J'allais faire mon travail d'ingénieur. La guerre contre l'ennemi était leur affaire. La mienne, ma véritable guerre, commençait cette nuit, et elle se mènerait en silence. La nuit était d'un noir absolu, sans lune. Le froid de février mordait à travers mon manteau, mais je ne le sentais à peine. Chaque pas sur le sol gelé du tarmac résonnait comme un coup de marteau, une annonce de ma trahison. Devant le hangar 3, une ombre s'est détachée du mur. Le sergent Lacroix, un gamin de 19 ans, les yeux pleins d'une peur respectueuse. Il n'a pas parlé, il a juste hoché la tête. Je lui avais simplement dit que nous devions effectuer une vérification non autorisée. Une dernière chance pour Dubois. Il n'a pas posé de questions. Cette confiance aveugle était une charge de plus sur mes épaules. Nous n'étions plus un ingénieur et un mécanicien. Nous étions des conspirateurs. La porte métallique a grincé doucement en s'ouvrant, et nous avons glissé à l'intérieur, dans le ventre de la bête. Le silence qui nous a accueillis était celui d'un sanctuaire ou d'une tombe. L'immense espace du hangar était rempli de silhouettes massives et endormies. L'odeur était unique, un mélange d'huile froide, de kérosène et de la poussière métallique qui semblait imprégner l'air lui-même. Nos yeux se sont habitués à la pénombre, guidés par les faibles lueurs qui filtraient des fenêtres sales. L'avion de Dubois était le 3e sur la gauche. Son P-47, matricule 2026C428. Je le connaissais par cœur. Je l'ai approché lentement, posant une main sur son fuselage d'aluminium, aussi froid que la pierre. Il semblait inerte, innocent. Pourtant, je savais que sous cette peau de métal se cachait un cœur défaillant, une faiblesse qui avait déjà coûté la vie à 3 hommes. Mes outils, dans leur sac de toile, semblaient peser une tonne. Ils n'étaient plus des instruments de maintenance. C'étaient les armes d'un crime contre le règlement, et peut-être le seul instrument du salut. Lacroix s'est posté près de l'entrée, un fantôme silencieux faisant le guet. Notre communication se limitait à des gestes, des regards, un signe de la main pour demander une clé, un hochement de tête pour confirmer une étape. Sa présence était essentielle. Elle me rappelait que je n'étais pas seul dans cette folie, mais elle doublait aussi ma responsabilité. Si nous étions découverts, je l'entraînerais dans ma chute. Je voyais la tension sur son jeune visage, la façon dont il sursautait au moindre bruit extérieur. Il avait placé sa foi en moi, l'ingénieur, l'homme de science. Il croyait que je savais ce que je faisais. Moi aussi, j'essayais de le croire. Chaque mouvement devait être précis, efficace, sans la moindre hésitation qui pourrait trahir le doute qui me rongeait. Nous étions 2 hommes seuls, dans le silence d'une base endormie, en guerre contre notre propre camp. J'ai ouvert les panneaux du capot moteur avec une lenteur infinie. Le Pratt & Whitney R 2800 double wasp est apparu, un monstre complexe de 18 cylindres, un labyrinthe de tuyaux, de câbles et de bielles. Je le connaissais comme mon propre visage. J'en avais étudié les plans jusqu'à l'épuisement.
Mes doigts, malgré le froid, ont trouvé immédiatement le premier écrou du collecteur d'admission. Le contact du métal de la clé sur le métal du boulon a produit un petit clic sec qui a résonné dans le silence. C'était le son du commencement, le point de non-retour. À cet instant précis, je n'étais plus un officier qui obéissait. J'étais un ingénieur qui agissait. J'ai commencé à dévisser, le geste 1000 fois répété dans mon atelier à Lyon. Mais ici, chaque tour de clé était un acte d'insubordination, un pari insensé contre la mort. Le premier ajustement concernait le compresseur, le poumon de l'avion. C'était là que se nichait la faille principale. Les manuels américains imposaient un réglage conservateur, conçu pour la fiabilité à moyenne altitude, mais suicidaire dans les combats en haute altitude contre les chasseurs allemands. Mes calculs, griffonnés dans mon carnet secret, indiquaient une autre voie. J'ai recalibré la soupape de décharge de la pression d'admission, la forçant à délivrer une suralimentation bien plus agressive au-delà de 6000 mètres. Mes mains ne tremblaient pas, elles bougeaient avec la certitude froide de la logique. Un souvenir a traversé mon esprit. Julien, mon fils, me regardant ajuster le carburateur de notre vieille voiture, ses yeux pleins d'admiration. Je lui apprenais à respecter la mécanique. Et cette nuit, je la violais. Je la poussais à ses limites les plus dangereuses, pour sauver un homme qui n'était pas de ma famille. Ensuite, le mélange air-carburant. Le réglage standard était trop pauvre. Une mesure d'économie qui affamait le moteur au moment où il avait le plus besoin de puissance. C'était comme demander à un sprinter de courir un 100 mètres en retenant sa respiration. J'ai modifié la butée du régulateur, enrichissant le mélange pour les régimes de combat. C'était un pacte avec le diable. Plus de puissance, mais aussi une consommation accrue et un risque de surchauffe bien plus élevé. J'offrais à Dubois une épée plus tranchante, mais dont la garde pouvait lui brûler les mains. Chaque vis que je tournais était une phrase dans une nouvelle notice technique que j'écrivais seul, dans le secret. Une notice qui ne parlait pas de durabilité ou d'économie, mais uniquement de survie. Je ne réparais plus un défaut. Je libérais un monstre en cage. Le dernier acte, le plus délicat, fut de modifier l'avance à l'allumage. C'était le cœur du moteur, le rythme qui donnait vie à la combustion. Un réglage trop timide rendait le moteur paresseux. Un réglage trop audacieux risquait de provoquer un cliquetis destructeur, capable de faire fondre un piston en quelques secondes. J'ai décalé l'avance de quelques degrés, un ajustement infime à l'œil nu, mais colossal en termes de performance. C'était le pari ultime. Je misais sur la robustesse de la conception américaine, sur la qualité de l'acier des cylindres. Je priais pour que ma connaissance théorique soit suffisante pour anticiper le comportement de la matière sous une contrainte extrême. En resserrant le dernier boulon du magnéto, j'ai senti une goutte de sueur froide couler le long de ma tempe. Le visage de Dubois, souriant timidement aux messes, s'est imposé à moi. Sa vie reposait désormais sur ces quelques degrés. Le travail était terminé. J'ai refermé le capot moteur, chaque loquet se verrouillant avec un claquement définitif. L'avion était redevenu identique à tous les autres. Rien, absolument rien, ne trahissait la transformation radicale qui s'était opérée dans ses entrailles. Le silence est revenu plus lourd, plus oppressant qu'auparavant. La croix s'est approchée, le visage blême. « C'est fait » a-t-il murmuré. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Une vague de doute terrible m'a submergé. Et si j'avais commis une erreur? Un calcul faux, une pièce mal serrée? La fortune de la guerre de Moreau avait un responsable anonyme. Si le moteur de Dubois explosait demain, le responsable aurait un nom, le mien. J'avais retiré à ce pilote la protection d'un système, si défaillant soit-il, pour lui offrir la mienne. Et je n'étais qu'un homme, seul dans le noir. Nous avons passé les 20 minutes suivantes à effacer méticuleusement nos traces. Chaque outil a été nettoyé et rangé à sa place exacte. Chaque goutte d'huile sur le sol a été essuyée. Nous avons même balayé nos empreintes de pas dans la poussière du hangar. C'était une discipline presque maniaque, l'instinct de survie se mêlant à mes habitudes d'ingénieur. Il ne fallait laisser aucune preuve, aucune anomalie qui pourrait déclencher une enquête. Nous devions rendre la scène de notre crime parfaitement ordinaire. En regardant le P-47, si propre, si normal sous la faible lumière,
J'ai eu le sentiment étrange et vertigineux que l'acte le plus important de ma vie devait rester totalement invisible, comme s'il n'avait jamais eu lieu. Le plus grand changement que j'avais jamais opéré sur une machine devait être nié par son apparence même. Nous sommes sortis du hangar alors que les premières lueurs grises de l'aube commençaient à teinter le ciel à l'est. L'air était encore plus froid, plus vif. Il sentait la promesse d'une journée claire, une journée parfaite pour voler, une journée parfaite pour mourir. Lacroix et moi nous sommes séparés sans un mot, juste un dernier regard chargé de tout ce qui ne pouvait être dit. En retournant vers ma baraque, mes pas étaient lourds. Je n'étais plus le même homme qui avait fait le chemin inverse quelques heures plus tôt. La ligne avait été franchie. Je n'avais plus aucun regret, seulement le poids écrasant de la conséquence. Au loin, sur la piste, le P-47 de Dubois attendait. Il n'était plus seulement un avion. C'était une question posée au destin, une question dont la réponse serait donnée dans le ciel, dans quelques heures à peine. Et j'étais le seul à connaître les termes de l'équation. Le silence qui a suivi le retour des avions était différent. Ce n'était plus le silence lourd de la défaite ou du deuil. C'était une attente, une tension électrique qui semblait faire vibrer l'air glacial de la piste. J'étais debout, un peu à l'écart, les mains enfoncées dans les poches de mon manteau, essayant de paraître aussi neutre qu'un pylône. Mais à l'intérieur, chaque fibre de mon être était un sismographe enregistrant la moindre secousse. J'écoutais les bruits des moteurs qui s'arrêtaient, le cliquetis du métal qui refroidissait, les voix des équipes au sol. Chaque son était un indice, une pièce d'un puzzle dont je ne connaissais pas encore l'image finale. Mon cœur battait à un rythme lourd et lent, un métronome pour cette attente insupportable. J'avais joué. J'avais misé la vie d'un homme et ma propre liberté sur une série de calculs faits à la lueur d'une lampe. Le casino allait maintenant annoncer le résultat. L'avion de Dubois a roulé jusqu'à son emplacement, et la verrière s'est ouverte. Il est resté assis un long moment, immobile, comme s'il n'avait plus la force de bouger. Puis, aidé par un mécanicien, il est descendu. Il n'était pas exultant. Son visage était d'une pâleur de cire, ses yeux agrandis par un mélange de terreur et d'incrédulité. Il a fait quelques pas sur le tarmac, chancelant, puis son regard a balayé la foule silencieuse des techniciens et des pilotes. Il m'a cherché. Nos yeux se sont croisés par-dessus les têtes. Il n'a pas souri. Il n'a pas fait de signe. Il a juste tenu mon regard pendant 2 secondes qui ont duré une éternité. Dans ses yeux, il n'y avait pas de gratitude. Pas encore. Il y avait une question muette. « Qu'est-ce que tu as fait ?» C'était une validation terrifiante, celle d'un homme qui a vu la mort de trop près, mais qui est revenu pour en parler. Ce regard a scellé notre secret et a fait de moi son complice pour la vie. La rumeur a commencé à enfler après le débriefing. Elle s'est répandue comme une traînée de poudre, alimentée par des bribes de conversation, des regards entendus. Mais le catalyseur fut la retranscription de la radio. La phrase de Dubois, prononcée dans le feu de l'action, a été isolée, imprimée sur une feuille et posée sur le bureau du commandant Moreau. « Philippe, ce monstre va se désintégrer. » Moreau m'a convoqué. Il n'a pas crié. C'était pire. Il était d'un calme glacial, ses doigts tapotant la feuille de papier. « Expliquez-moi ça, Marchand. » Je suis resté debout devant lui, mon visage un masque d'incompréhension polie. « Je ne comprends pas, mon commandant. » Le lieutenant Dubois était sans doute sous le coup du stress du combat. Il m'a fixé longuement, ses yeux cherchant la moindre fissure dans mon armure. Il savait, mais il ne pouvait rien prouver. Mon silence, mon déni plausible, était une forteresse. Il m'a congédié d'un geste sec, mais la guerre entre nous venait de devenir officielle. Au mess, le soir même, l'atmosphère avait changé. Les pilotes ne m'évitaient plus par gêne. Ils me laissaient un espace, comme si j'étais devenu une sorte d'objet sacré ou radioactif. Les conversations s'arrêtaient quand je passais, puis reprenaient à voix plus basse. Personne ne m'a posé de questions directes, mais leur regard disait tout. C'était un mélange de respect, de curiosité et d'une pointe de peur. J'étais devenu celui qui connaissait un secret, celui qui avait osé. Dubois était assis seul à une table, repoussant la nourriture dans son assiette. Il ne parlait à personne, encore sous le choc. Mais quand je suis allé chercher un café, il a levé la tête et m'a fait un imperceptible hochement de tête. C'était tout. Un geste minuscule mais qui valait plus que tous les discours.
Dans ce monde d'hommes, la reconnaissance la plus profonde se passait de mots. L'autorité de Moreau commençait à s'effriter, remplacée par une autre, informelle et bien plus puissante. L'enquête officielle fut une parodie de justice. Moreau a interrogé Lacroix pendant plus d'1 heure. Le jeune sergent a tenu bon, répétant avec une conviction admirable qu'il avait suivi la procédure à la lettre, qu'il n'avait rien vu d'anormal. Son innocence feinte était son meilleur bouclier. Puis ce fut mon tour. Moreau a sorti les registres de maintenance, les fiches d'intervention. Il a épluché chaque ligne, cherchant une signature hors de sa case, une heure incohérente, le moindre grain de sable dans l'engrenage bureaucratique. Vous confirmez avoir vérifié le magnéto du 22-6-428 le 7 février. Marchand? Oui, mon commandant. Conformément au manuel, section B, paragraphe 4. Je répondais à ces questions par des références au règlement. J'utilisais son arme, sa Bible, contre lui. Il était pris au piège. Accuser un ingénieur d'avoir amélioré un avion au point de le rendre victorieux était une absurdité qui se retournerait contre lui. Il a dû abandonner, sa frustration se lisant sur son visage contracté. La validation la plus inattendue est arrivée 1 semaine plus tard. Un rapport des services de renseignement a circulé sous le manteau. Il contenait le compte-rendu d'interrogatoire de 2 pilotes de la Luftwaffe, capturés après un combat aérien dans un autre secteur. On leur avait présenté les données enregistrées par la cinémitrailleuse de Dubois, la vitesse, le taux de montée, la manœuvrabilité. Les 2 Allemands avaient ri, traitant le rapport de propagande grossière. L'un d'eux avait déclaré « Aucun P-47 au monde ne peut faire ça. C'est impossible. Vous nous prenez pour des imbéciles. » Cette incrédulité de l'ennemi, cet hommage involontaire de ceux qui savaient de quoi il parlait, a eu plus de poids que n'importe quelle décoration. La nouvelle a fait le tour de la base. Moreau, en l'apprenant, est resté enfermé dans son bureau toute la journée. Il ne pouvait plus nier l'évidence. Mon acte de désobéissance avait été validé par l'adversaire lui-même. Le barrage s'est rompu. Lentement, presque timidement, les autres pilotes ont commencé à m'approcher. Jamais en groupe, toujours seuls, dans un coin du hangar ou à la faveur de l'obscurité. Leurs demandes étaient déguisées, codées. Mon moteur a des ratés au-dessus de 7000 mètres, Philippe. Tu crois que tu pourrais jeter un œil attentif? Ou j'ai l'impression que mon compresseur manque de souffle. Il n'y aurait pas un petit réglage à faire. En dehors du manuel, il ne demandait pas une réparation. Il demandait une transformation. Il me demandait de leur donner la même chance qu'à Dubois. Chacune de ces requêtes était un poids supplémentaire sur ma conscience. Je ne pouvais pas dire oui, c'était trop risqué de généraliser. Je ne pouvais pas dire non, c'était les condamner. Je suis devenu le dépositaire silencieux de tous leurs espoirs. Un prêtre laïque recevant les confessions mécaniques d'hommes qui allaient peut-être mourir le lendemain. Moreau a tenté une contre-offensive désespérée. Il a convoqué tous les officiers et sous-officiers dans la salle de briefing. Debout, le dos raide, il a prononcé un discours sur la discipline, l'épine dorsale de l'armée. Il a parlé de la chaîne de commandement, du danger des initiatives personnelles, qui pouvaient, selon lui, mettre en péril l'ensemble du groupe. Il a insisté sur le fait que la victoire dépendait de l'obéissance aveugle et non de l'héroïsme individuel. Mais ces mots sonnaient creux. Personne ne le regardait vraiment. Les hommes fixaient leurs bottes, le mur du fond. N'importe quoi, sauf lui. Il avait perdu sa légitimité. Le succès de Dubois avait prouvé que son système était non seulement inefficace, mais mortel. Il parlait à une assemblée de fantômes. Le pouvoir ne se décrète pas, il se gagne. Et il venait de perdre le sien, non pas à cause de ma rébellion, mais à cause de sa propre déconnexion avec la réalité du combat. Puis la voiture est arrivée, une Citroën Traction. Avant noir avec des plaques d'immatriculation parisiennes, qui semblaient déplacées au milieu de nos jeeps boueuses. 2 hommes en sont descendus. Ils ne portaient pas d'uniforme, mais des costumes civils impeccables et des imperméables beiges. Ils avaient cette allure calme et autoritaire des gens qui n'ont de compte à rendre à personne sur place. Ils ont ignoré l'adjoint de Moreau qui s'était précipité pour les accueillir et ont demandé, d'une voix qui n'admettait pas de refus, « Nous souhaitons nous entretenir avec l'ingénieur Philippe Marchand. » Immédiatement. Ce fut comme si un éclair avait frappé la base. Moreau, qui observait la scène depuis la fenêtre de son bureau, a dû comprendre à cet instant que l'affaire lui avait totalement échappé.
Ce n'était plus une question de discipline interne, c'était devenu une affaire d'État, et j'étais au centre de celle-ci. La rencontre n'a pas eu lieu dans un bureau, mais dans le hangar, devant un moteur de P-47 démonté sur un banc. C'était une mise en scène délibérée. Ils se sont présentés. 2 ingénieurs de l'inspection générale de l'armée de l'air. Ce n'était pas un interrogatoire. C'était un examen technique entre pairs. Ils ont déroulé des plans sur une caisse en bois. Marchand, expliquez-nous l'augmentation du ratio de suralimentation sans provoquer de cliquetis. Quelle est votre théorie sur la tolérance thermique des soupapes d'échappement sous un mélange enrichi à 120%? Ils ne m'ont pas demandé si je l'avais fait. Ils m'ont demandé comment je l'avais fait. Pendant 2 heures, j'ai parlé. J'ai dessiné des schémas à la craie sur le sol en béton. J'ai enfin pu utiliser les mots que je retenais depuis des mois. C'était une libération. Je n'étais plus un insubordonné. J'étais un collègue. Après leur départ, le silence est retombé sur la base, mais il était différent. Moreau ne m'a plus jamais adressé la parole. Quand nos chemins se croisaient, il baissait les yeux, fixant un point imaginaire à ses pieds. Son autorité s'était évaporée, laissant la place à un vide embarrassé. Il n'était plus le commandant redouté, juste un homme en uniforme qui signait des papiers. Les pilotes, eux, avaient compris. Leurs demandes de vérification se sont faites plus pressantes, plus ouvertes. Le secret n'en était plus un. C'était devenu une politique non officielle, tolérée par une hiérarchie lointaine qui préférait une victoire irrégulière à une défaite réglementaire. Mon statut avait changé. Je n'étais plus simplement l'ingénieur de l'escadron. J'étais devenu son assurance-vie. Le pouvoir avait changé de main, non par un coup de force, mais par la simple et brutale démonstration de la compétence. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un ordre de mission signé non pas par Moreau, mais directement par l'état-major. On me nommait à la tête d'une unité technique spéciale d'optimisation des performances au combat. Pas de promotion, pas de médaille, juste un titre anodin qui me donnait carte blanche. J'avais mon propre hangar, ma propre équipe, dont un Lacroix au sourire jusqu'aux oreilles. Mon premier geste a été de sortir le manuel technique américain de mon bureau et de le ranger dans une armoire que j'ai fermée à clé. Dehors, le soleil d'hiver brillait sur la carlingue des P-47 alignés. Ils attendaient. Je pensais à la dernière lettre de Céline. Elle ne comprendrait pas les détails, mais elle comprendrait que l'homme qu'elle avait épousé, l'homme qui croyait en la logique et la raison, avait enfin trouvé sa place. Non pas en suivant les règles, mais en les réécrivant pour que d'autres puissent vivre. La guerre ne s'est pas terminée ce jour-là, mais la mienne, si. Mon nouveau hangar n'était pas plus grand ni plus chaud que l'ancien, mais l'air y était différent. Il était respirable. L'autorité que l'on m'avait confiée n'avait pas de nom officiel ronflant. Elle se manifestait par le silence respectueux des mécaniciens qui attendaient mes directives, par la liberté totale de commander les pièces que je jugeais nécessaires et par l'absence totale de Moreau dans mon périmètre. Je n'éprouvais aucune fierté triomphante, seulement le sentiment juste et profond d'un équilibre restauré. La logique avait repris ses droits. Je n'étais pas un rebelle qui avait gagné. J'étais un ingénieur à qui l'on permettait enfin de faire son travail. Chaque matin, en entrant dans ce hangar, je ne ressentais plus le poids de la culpabilité, mais celui, bien plus constructif, de la responsabilité que j'avais choisi d'assumer. Les pilotes ont changé avec moi. La peur était toujours présente dans leurs yeux avant une mission, mais la résignation avait disparu. Elle avait été remplacée par une sorte de confiance concentrée, non pas dans la machine elle-même, mais dans la promesse cachée dans ses entrailles. Nos échanges étaient brefs, techniques. Un pilote me signalait une légère vibration à plein régime. Un autre me parlait de la réponse du moteur en piqué. Il n'y avait jamais de remerciement direct, et c'était mieux ainsi. La gratitude s'exprimait autrement. Dans un regard par-dessus une tasse de café au mess, dans un simple tapotement sur le capot moteur au retour d'une mission victorieuse. Ces gestes silencieux créaient un lien plus fort que n'importe quel discours. Ils ne me voyaient plus comme un simple officier technicien. J'étais devenu, pour eux, l'artisan invisible de leur survie, et cette confiance était le seul grade qui m'importait. Je croisais parfois le commandant Moreau. Il était devenu un fantôme dans son propre camp, une silhouette rigide qui marchait le long des pistes, inspectant la propreté des cales de roue ou la disposition des extincteurs. Il s'accrochait aux derniers vestiges de son autorité, les règles triviales que personne ne contestait. Il ne me regardait jamais.
Son regard glissait sur moi comme sur un objet sans importance, mais je savais que c'était une défense. Il avait perdu non pas une bataille de pouvoir, mais une guerre de pertinence. Je n'éprouvais ni haine ni satisfaction. Je voyais seulement un homme brisé par sa propre peur, un homme qui avait préféré la sécurité d'un règlement absurde à la réalité du combat. Il n'avait pas compris que la véritable autorité ne vient pas du grade, mais de la capacité à apporter une solution quand tout le monde ne voit que le problème. Dans mes lettres à Céline, je ne pouvais rien raconter de tout cela. Je lui parlais de ma nouvelle affectation, d'une unité spéciale, qui me donnait plus de travail, mais aussi plus de satisfaction. J'essayais de lui transmettre, entre les lignes, ce changement en moi. Je lui écrivais que je me sentais à nouveau utile, que mon travail ressemblait enfin à celui que je faisais à Lyon. Je lui disais que j'avais l'impression de construire quelque chose, même au milieu de toute cette destruction. Je savais qu'elle ne comprendrait pas les détails techniques, mais j'espérais qu'elle sentirait que son mari avait retrouvé son âme. Le sacrifice que je lui avais imposé, que nous nous étions imposés, avait enfin un sens tangible. Je ne subissais plus la guerre. Je participais à la survie des hommes qui la menaient, et cette pensée rendait l'attente de mon retour un peu moins insupportable. Ma conception du devoir s'était entièrement transformée. J'avais été élevé dans l'idée que le devoir était synonyme d'obéissance, une adhésion sans faille à la structure hiérarchique. J'ai appris dans le froid de ce hangar que c'était un mensonge confortable. Le véritable devoir n'est pas envers un homme ou un règlement, mais envers le but que ces choses sont censées servir. Le but était de protéger des vies et de gagner une guerre, pas de remplir des fiches de maintenance conformes. Quand le règlement devient l'ennemi du but, le devoir impose de le briser. Mon acte de désobéissance n'était pas une rébellion. C'était l'acte de loyauté le plus profond que je pouvais accomplir. C'était une loyauté envers ma conscience d'ingénieur et ma responsabilité d'homme. La véritable discipline n'est pas de suivre les ordres, mais de comprendre pourquoi ils existent. J'ai découvert la nature du vrai pouvoir. Il n'est pas dans le bruit des ordres aboyés dans une salle de briefing. Il est dans le silence. Le pouvoir, c'était le secret partagé avec la croix dans la nuit glaciale. C'était les quelques degrés d'avance à l'allumage que moi seul connaissais. C'était la capacité de modifier une réalité physique, la performance d'un moteur, par la seule force de la connaissance et du courage. Un pilote survivait à un combat aérien à 8000 mètres d'altitude à cause d'un ajustement que j'avais fait, seul, 24 heures plus tôt. Cette influence invisible, cette capacité à changer le destin sans laisser de traces, me procurait une satisfaction profonde et tranquille. Le pouvoir de Moreau était une façade qui s'était effondrée au premier contact avec le réel. Le mien était inscrit dans les lois de la physique, et il était irréfutable. Lentement, un nouvel équilibre s'est installé en moi. L'angoisse morale qui me rongeait, cette culpabilité sourde qui m'empêchait de dormir, s'est dissipée. Elle a laissé place à une fatigue saine, celle d'un homme qui a accompli une journée de travail honnête. La guerre était toujours là, terrifiante et absurde. La précarité de ma famille me hantait encore, mais le conflit intérieur était résolu. J'avais aligné mes actes sur mes convictions les plus profondes. Je n'étais ni un héros ni un sauveur. J'étais simplement un ingénieur qui avait cessé de trahir sa propre compétence. Cette paix n'avait rien d'exaltant. Elle était sobre, presque austère. C'était la paix d'un mécanisme bien huilé, d'une équation résolue. Je m'endormais le soir en pensant au moteur qui tournerait le lendemain, et je savais que j'avais fait tout ce qui était en mon pouvoir. Un soir, alors que le dernier P-47 rentrait de mission, sa silhouette se découpant sur le ciel rougeoyant, je suis resté un long moment sur le tarmac. L'odeur du kérosène et de l'huile chaude flottait dans l'air frais du crépuscule. Je pensais à mon retour, à Céline et aux enfants. Je ne savais pas comment je leur raconterais cette guerre. Mon histoire n'était pas faite de médailles ou de combats héroïques. Elle était faite de schémas secrets, de clés à pipe et de nuits blanches. Mon unique victoire était invisible, silencieuse, inscrite non pas dans les livres d'histoire, mais dans la simple et brutale statistique des pilotes qui rentraient vivants. J'ai regardé mes mains, usées par le métal et le froid. Elles n'avaient pas changé le cours de la guerre, mais elles avaient corrigé une petite injustice du destin. Le son du moteur qui s'arrêtait dans un dernier soupir était la seule approbation dont j'aurais jamais besoin.